Au Mali, les rapports de l'OCLEI 2019-2020 disponibles s'étaient remis au président de la transition Assimi Goïta au palais de Koulouba. Célébration de la journée internationale des femmes rurales à Sanankorba, c'était avec la fondation Santé Environnement. Affrontement sanglant à Beyrouth, la capitale libanaise, c'est l'actualité internationale. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Djoliba TV News. Le président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, Moumouni Guindo, a remis au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, les rapports 2019 et 2020. C'était lors d'une cérémonie hier jeudi au palais de Koulouba. Aïssata Traoré nous livre les détails de ces rapports. Le présent rapport couvre la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et fait une combinaison des deux types de rapports. Le document relève de nombreux cas d'enrichissement illicite présumé, dont le montant s'élève à plusieurs milliards de francs CFA. En effet, au cours de cette période, explique le rapport, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite a, dans le cadre de ses missions, mené des activités liées à la prévention et à la répression de l'enrichissement illicite au Mali. Ainsi, au titre de la prévention de l'enrichissement illicite, la structure a exécuté son plan d'action à travers des activités d'information, de sensibilisation de la population en ciblant les couches socio-professionnels. Ces actions, poursuit le rapport, a permis de transmettre à la justice une dizaine de dossiers d'enrichissement illicite dont la valeur des biens présumés s'élève à près de 7 milliards de francs CFA. Les agents de l'État mis en cause dans ces dossiers sont un comptable, 2 inspecteurs des finances, un inspecteur du trésor, un contrôleur financier, 2 maires, un ministre et un préfet. Le rapport estime que le montant total des entrées sur les comptes bancaires de ces personnes s'élève à 3 671 millions de francs CFA entre la période de 2014 à 2020. Au cours de l'année 2020, le Conseil de l'OCLEI a autorisé des investigations sur 25 dossiers. Sur ces 25 cas, 6 ont été transmis à la justice, dont la valeur totale des biens identifiés s'élève à 2 716 439 302 francs CFA. Le rapport indique également que les enquêtes de l'OCLEI ont identifié 37 maisons d'habitation, 72 bâtiments commerciaux ou professionnels. Les parcelles sont au nombre de 178, dont 83 concessions rurales, totalisant près de 180 hectares. Le montant total de ces entrées sur les comptes bancaires s'élève à 2 588 943 620 francs CFA. Dans la même période, les revenus légitimes des 6 personnes s'élèvent à 317 33 470 francs CFA. Le montant des sommes à justifier par ces personnes s'élève à 2 615 520 217 francs CFA. Selon le rapport de l'opérationnalisation de l'OCLEI au 31 décembre 2020, 1633 déclarations de biens ont été déposées à la Cour suprême. Sur ce nombre, 271 personnalités assujetties ont transmis au moins 2 déclarations. Toujours dans la même foulée, ce jeudi 14 octobre, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI était face à la presse lors d'un déjeuner. Objectif, informer l'opinion publique sur la méthode de fonctionnement de cette structure contre l'enrichissement illicite. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite est une autorité administrative indépendante créée le 23 septembre 2015. Il a plusieurs missions, notamment assurer la coopération et la concertation des autorités nationales concernées par la lutte contre l'enrichissement illicite et exploiter les déclarations de biens. Pour rappeler à la population ces missions qui lui sont attribuées, les membres de l'OCLEI ont organisé un déjeuner de presse. Tous ceux qui émargent, qui touchent à un peu de fonds d'argent public directement sont visés par la lutte contre l'enrichissement illicite. Que ces personnes soient assujetties ou non à la déclaration de biens. Cependant, certaines personnes ayant touché aux fonds publics ne peuvent pas faire objet de poursuites et de sanctions à l'instant. L'humilité l'oblige. Il a été dit que l'article 3 de la loi portant prévention et répression de l'enrichissement illicite n'exclut aucun agent public. Mais vous comprendrez que si on doit agir contre des agents publics et que certains bénéficient des immunités,
si c'est le cas d'un député et que c'est la majorité, il est de la majorité au niveau du Parlement, et si la majorité n'arrive pas à voter la levée de l'immunité, ce député ne sera jamais poursuivi et ne sera jamais sanctionné. Les sanctions face aux fausses déclarations des biens, le sujet est revenu dans les débats. À présent, par rapport à la question relative aux sanctions quant aux fausses déclarations de biens. La loi de 2014 portant prévention et répression de l'enrichissement illicite le dit clairement en son article 35. La fausse déclaration dûment établie par l'autorité compétente est punie d'une amende égale à 12 mois de salaire perçu dans l'emploi occupé par l'agent sortant ou à percevoir par celui entrant. Que faut-il faire pour freiner l'expansion de l'enrichissement illicite? Ouma Traoré rassure que des méthodes de prévention sont mises en place par l'OCLEI. Donc en termes de prévention, l'OCLEI mène des activités d'information et de sensibilisation à l'endroit de la population en général pour l'amener à une prise de conscience sur les conséquences de l'enrichissement illicite sur sa vie quotidienne. Ce déjeuner de presse intervient au moment où la population malienne ne réclame qu'une seule chose en cette période transitoire, la lutte contre la corruption. Un combat que les autorités espèrent mener avec efficacité. Nous reprenons le contrôle de notre pays, c'est ce qu'a déclaré le ministre de la Refondation nationale à propos des dernières offensives diplomatiques au Mali. Le professeur Ibrahim Ikassa Maïga était l'invité de notre mission politique en toute liberté. Le ministre s'est aussi exprimé sur la problématique de la transition. Aruna Salia Kone pour le décryptage. Le Mali veut reconquérir le respect d'antan qu'il avait dans le concert des nations. C'est ce qui suscite les dernières offensives diplomatiques sur les questions de défense nationale. Nous reprenons notre place dans le concert des nations, mais surtout nous reprenons le contrôle de notre pays, parce que c'est ce qu'on avait perdu aussi. Et ça, je pense que les Maliens sont engagés pour cela, parce qu'on avait perdu l'espoir. On a besoin d'un leadership vertueux qui montre la voie, qui dit que c'est possible. Et c'est ce qui a été démontré aux Maliens, et les Maliens suivent massivement aujourd'hui. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de soutiens, le nombre de lettres, de courriers que nous traitons tous les jours, des dizaines et des dizaines, que nous recevons, qui soutiennent ce processus, qui soutiennent la transition. Cette reprise du contrôle des choses est soutenue, selon le ministre, par les citoyens maliens et plusieurs pays africains. Non, je crois qu'on a beaucoup de soutien. Quand on a fait notre discours, quand certains de leur superpuissance nous insultent, ils ont même perdu les pédales, je ne sais pas quoi. Mais il y a des pays frères, des pays amis qui se sont remémorés qu'à un certain moment des années 60-62, on les a aidés à recouvrer leur indépendance. L'Algérie, j'ai cité, est venue nous prêter main forte. Les peuples africains, au Burkina Faso, en Guinée, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, mais aussi au Niger, ont déclaré leur flamme pour l'action diplomatique du Mali qui parle au nom de toute l'Afrique. Dans cette démarche diplomatique, le professeur Ibrahim Ikassa Maïga estime qu'il doit y aller avec le dos de la cuillère avec la communauté internationale, surtout en ce qui concerne la problématique de la prolongation du délai de la transition, car il estime que l'avenir du Mali ne doit pas être résumé à un délai. Je pense qu'il faut aller dans le langage de vérité avec cette communauté internationale. Moi, je ne pense pas qu'on devrait parler de délai quand c'est l'avenir du Mali qui est en jeu. Moi, ça me heurte. Des délais, on en a suffisamment. C'est la communauté internationale qui nous brandit ça. Mais nous, on leur a dit en face à ces représentants de la communauté internationale. Mohamed. On leur a dit, des délais, vous en avez eu, mais vous avez échoué à rétablir le Mali dans sa souveraineté, dans son indépendance. À faire recouvrer au Mali son intégrité de territoire. Vous êtes là depuis 7, 8, 9 ans aujourd'hui. Vous, communauté internationale, ne nous parlez pas de délai. Il s'agit de l'avenir du Mali. Parlant de la refondation nationale, le ministre affirme qu'il sera le creuset de l'ensemble des réformes pour bâtir les bases nouvelles du Mali nouveau. La refondation consiste maintenant à mettre toutes les propositions de réforme ensemble sur la même table, à mettre toutes les forces vives autour de cette table et de dire maintenant qu'est-ce qu'on en fait.
les regarder de façon intégrée, de façon holistique, globale, pour qu'on puisse penser, mûrir, rêver des nouveaux systèmes étatiques et mettre ça progressivement en œuvre. C'est possible. Les réformes qui sortiront de cette transition ne seront certes pas inchangeables, mais difficiles à remanier pour l'intérêt du souverain du jour. Mais c'est pas immuable. C'est pas dit que c'est pas immuable. On pourra le changer pour mieux plus tard si on identifie des cas de mieux. Mais parce que les autorités qui seront en place, élues avec un organe unique de gestion dans des conditions de transparence, vont changer, mais pas comme une caisse de résonance en termes de parlement. Quand le gouvernement dit aujourd'hui, avant ce qu'on a connu, quand le président dit, c'est ce que le Parlement fait, quoi que fasse. Mais aujourd'hui, on se dit, avec des bonnes élections, avec des députés librement élus, représentatifs, ils changeront quelque chose dans la loi pour mieux, mais pas parce que ça plaira à un président ou à un premier ministre. Le ministre appelle les Maliens à soutenir la transition pour refonder le Mali qui a trop souffert des multiples crises de ces dernières décennies. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des femmes rurales, la Fondation Santé et Environnement a organisé une activité d'échange et de sensibilisation avec les femmes de Sanankoroba. Le point avec El Hadji Malik Guitei. Le centre de la promotion féminine de Sanankoroba a refusé du monde ce vendredi 15 octobre 2021. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des femmes rurales, la Fondation Santé et Environnement a organisé une journée d'échange et de plaidoyer en faveur de ces femmes, vecteurs de l'économie rurale. L'objectif de cette activité, c'est faire un grand plaidoyer à l'endroit des décideurs politico-administratifs et communautaires pour la promotion et la protection des femmes en général, mais des femmes rurales. Donc, journée de plaidoyer et espace d'échange et de sensibilisation pour les femmes elles-mêmes. Ainsi, pendant plus d'une heure, les responsables de la fondation, les autorités locales et les femmes ont eu des discussions franches sur plusieurs problématiques des femmes de la commune et aussi sur des pratiques de bonne hygiène de vie. Parce qu'on ne peut pas avoir une bonne santé sans une bonne hygiène de vie. Et l'hygiène de vie commence d'abord par le lavage des mains au savon, surtout par les temps qui courent, la maladie du Covid-19 et d'autres maladies diarrhéiques comme Ebola, les diarrhées à ne pas en finir. Après avoir exprimé plusieurs difficultés auxquelles elles sont confrontées, les femmes de la commune de Sanankoroba venues en masse se félicitent d'une telle démarche qui, selon elles, sera bénéfique pour leur communauté. C'est très important pour nous, les femmes de Sanankoroba, parce que ça nous a permis aujourd'hui de recueillir d'autres informations avec les leaders de Bamako. Ça, c'est très important pour le développement des femmes de Sanankoroba. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'échange qu'on a eu avec les femmes de Sanankoroba sur les changements climatiques, le lavage à main. Vraiment, c'était très important parce que la santé avant tout. Quant à Karim Doumbia, conseiller communal, il s'est beaucoup appesanti sur le rôle des femmes dans la localité. Ici, dans notre commune, la commune rurale, les femmes occupent une place prépondérante dans l'économie locale. Si vous voyez un peu, nos jardins maraîchers sont occupés en grande partie par ces femmes. Célébrer le 15 octobre de chaque année, la Journée internationale des femmes rurales est une opportunité pour mettre en lumière le rôle de ces dernières dans les économies locales. Le thème de cette année est « Renforcer la résilience des femmes et des filles face au changement climatique ». Le comité syndical de la Banque de développement du Mali, BDM, a tenu ce jeudi 14 octobre 2021 une conférence de presse. Objectif, donner leur position par rapport au préavis de grève déposé le 9 octobre dernier par le syndicat national des banques et établissements financiers SINABEF. Reportage Aminata Chektal, Aruna Salia, Kone. C'est au cours d'une conférence de presse tenue ce jeudi au siège de la Banque de développement du Mali que le comité syndical de la dite banque a donné sa position quant au préavis de grève déposé par le syndicat national des banques et établissements financiers SINABEF. Un préavis qui fait suite à des doléances portant sur 13 principaux points, notamment le départ sans condition de M. Brahima Amadou Aïdara et Fanta Madi Keïta de la BDM-SA. Responsable selon le SINABEF de faux et usage de faux en vue de nuire à un travailleur de la BDM
et le retour sans condition de Mme Kane Djeneba-Sall au travail avec réparation totale des préjudices subis dans cette affaire dite de licenciement abusif. Une version qui ne concorde pas avec celle donnée par le comité syndical de la BDM. Le licenciement de Mme Kane Djeneba-Sall, une ex-collaboratrice qui a fait 17 ans à la BDM, qui a fait preuve de vol, de fraude avérée, qui a reconnu les faits de façon manuscrite, qui s'était engagé à rembourser. Devant le comité syndical de la BDM, devant le groupuscule du SINABEF, devant la direction générale de la BDM, la dame fait un résumé de son parcours de 17 ans de banque, a reconnu les faits, a dit publiquement qu'elle a ouvert le compte du client sans son consentement. Le client est aux États-Unis. Elle a ouvert le compte du client sans le consentement du client. Toutefois, les travailleurs de la BDM ne sont pas d'accord avec certains points de revendication du préavis, d'où leur refus d'y participer. L'Assemblée générale, consciente de la situation macroéconomique du Mali, soucieuse de la réussite de la transition, étonnée par le harcèlement et les contre-vérités dans le préavis, elle affirme son soutien à certains travailleurs cités et se désolidarise totalement du mot d'ordre de grève projeté du 27 au 29 octobre, conformément au préavis du 7 octobre déposé par le SINABEF au niveau du ministre du Travail, de la Fonction publique et du dialogue social. Les tensions entre la BDM et le SINABEF sont assez récurrentes depuis quelques mois. Selon nos sources proches du SINABEF, le comité syndical de la BDM a même été suspendu en raison de la désolidarisation de la BDM lors des dernières grèves du SINABEF. Le 16 octobre de chaque année est dédié à l'alimentation. À cette occasion, le Programme alimentaire mondial a fait un communiqué de presse qui dénonce la faim dans le monde. Suivons le récit avec Oumou Makalou. Il y a quelques mois de cela, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, avait fait un communiqué qui précise qu'au Mali, plus de 1,3 million de personnes étaient estimées en situation d'insécurité alimentaire. L'insécurité et son impact sur les communautés demeurent l'un des principaux facteurs de cette insécurité alimentaire. Le Programme alimentaire mondial, dans le cadre de la Journée mondiale de l'alimentation, a annoncé dans un communiqué que le monde risque de connaître une rapide augmentation de la faim qui sera aggravée par la crise climatique si l'on ne prend pas les mesures nécessaires pour aider les communautés à s'adapter au choc et au stress climatique. Le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial a déclaré que la crise climatique a le potentiel de submerger l'humanité. Le monde n'est pas préparé à l'augmentation sans précédent de la faim à laquelle nous assisterons si nous n'investissons pas dans les programmes qui aident les communautés vulnérables à s'adapter et à renforcer leur résilience face à notre climat changeant. La crise climatique alimente une crise alimentaire. Les communautés vulnérables, dont une grande majorité dépendent de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, et qui contribuent le moins à la crise climatique, subissent le plus gros des impacts avec des moyens limités pour amortir le choc. Dans le contexte du Mali, où l'amélioration de la situation alimentaire et nutritionnelle reste un grand défi pour le développement économique national et pour l'atteinte des objectifs du développement durable, l'implication effective de tous les acteurs est essentielle. Le Programme alimentaire mondial, s'appuyant sur le thème de la Journée mondiale de l'alimentation de cette année qui suit, nos actions sont notre avenir. Une meilleure production, une meilleure nutrition, un meilleur environnement et une meilleure vie. Appelle les dirigeants mondiaux à reconnaître le lien étroit entre la faim et la crise climatique et les exhorte à redoubler d'efforts pour faire face au changement climatique. À présent, l'image du jour consacrée au zoo national du Mali. Jardin zoologique du Mali a été inauguré en septembre 2010 après 24 mois de travaux de réhabilitation et d'extension menés par le Trust Aga Khan pour la culture suite à un contrat de partenariat public-privé. Le zoo accueille une centaine d'espèces animales dont les mammifères, des oiseaux, des reptiles et des poissons.
Sur une superficie de 6 hectares, le nouveau zoo offre maintenant aux animaux un cadre qui rappelle leur habitat naturel tout en respectant les normes internationales sur les zoos, espace dédié aux chimpanzés agrémentés d'arbres et de hamacs, fosses boisées où coule une rivière artificielle pour accueillir les lions, un pré destiné aux biches, aux buffles et aux autruches. On y trouve des cheminements revêtus, une grande volière, un aquarium et un vivarium. Non seulement le zoo propose un espace de détente et de loisirs, mais c'est aussi un outil indispensable à la connaissance, la préservation, la conservation des espèces animales. Il aura donc une mission de conservation d'espèces animales, mais aussi pédagogique et scientifique. Ainsi, beaucoup d'espèces africaines menacées à l'état sauvage y sont gérées au mieux pour conserver leur patrimoine génétique et aider à la sauvegarde de leurs congénères sauvages. Le zoo représente une ressource importante pour l'éducation, surtout celle des écoliers. Suivons à présent l'actualité internationale avec Fanta Diarra. Emmanuel Macron reçoit le président de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoco Embalo, au palais de l'Élysée alors que l'état-major des armées de la Guinée-Bissau a annoncé jeudi avoir identifié des militaires qui préparaient un coup d'État pour renverser l'ordre constitutionnel de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. Des combats de rue ont opposé jeudi des hommes armés à Beyrouth après des tirs lors d'une manifestation organisée par les mouvements chiites Hezbollah et Amal. Des violences qui ont fait au moins 7 morts. Les gens ont quitté leur maison en portant leurs enfants et en courant sans même savoir où ils allaient. Les gens avaient peur de monter dans leur voiture. Comme vous pouvez le voir, toutes les voitures ici sont détruites. On peut dire que c'était une guerre à 100%. Le musée national du Mali accueille depuis le jeudi 14 octobre 2021 l'exposition intitulée « À la frontière de l'artisanat et de l'art », une exposition organisée par la Société coopérative des arts et de la culture. À la frontière de l'artisanat et de l'art se veut une vitrine pour les artisans et les artistes maliens et leur création. La frontière entre l'art et l'artisanat, dit-on, est mince. Il est donc aisé de combiner les deux pour créer des œuvres aussi époustouflantes qu'originales, comme en témoigne l'exposition à la frontière de l'artisanat et de l'art. Les œuvres exposées sont, entre autres, des armoiries, des locaux d'entreprises publiques et privées, des produits de maroquinerie et du tissu local. Elles sont en grande partie composées des créations de l'artiste Méry Sangaré et non moins le président de la Coopérative nationale des arts et de la culture. On a une société coopérative pour la promotion des arts et culture. En voyageant, donc, on a appris beaucoup d'expérience ailleurs, donc c'est pour ça qu'il nous a donné des idées de faire l'exposition au Mali. L'armoirie du Mali, c'est pas connu, donc on voulait que tout le monde peut connaître, donc par là on peut avoir l'amour du pays. À la frontière de l'artisanat et de l'art, entend mettre en exergue la créativité des artisans maliens en parfaite harmonie avec celle des artistes pour un environnement créatif malien plus diversifié. Une initiative saluée par le ministre de la Culture, de l'Artisanat, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme Andogoli Guindo. Je voudrais d'abord féliciter et remercier les organisateurs de cette exposition qui se situe effectivement à la frontière de l'art et de l'artisanat. Vous savez qu'il est très difficile de marquer une frontière entre l'art et l'artisanat. Nous venons donc d'assister à une exposition magnifique qui met en exergue tous les génies créateurs des artisans maliens. Ils ont démontré à travers cette exposition leur talent. La directrice de la pyramide des souvenirs, Fadima Koulibaly, estime que cette exposition permet aux Maliens de découvrir les armoiries du Mali. Quand j'ai regardé les images, je pensais en amont que c'était des photos, alors qu'effectivement c'est la peinture. Ce qui m'a beaucoup impressionné. Au Mali, pas mal de gens ne connaissent pas l'emblème, le sens du drapeau, les armoiries. Donc, s'il y a des situations comme ça qui se créent, et pérenniser ces choses pour permettre à la population jeune de vraiment connaître le sens de ces armoiries. Notons que l'exposition continuera jusqu'au 24 octobre 2021 au Musée national du Mali.
Un mot de sport dans cette édition. Le stade malien de Bamako reçoit ce samedi 16 octobre le Oroya AC de Guinée pour la rencontre allée du tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF, Confédération africaine de football. Amadou Tolo nous parle des enjeux de cette rencontre. En éliminant le Oroya AC de la Guinée, le stade malien de Bamako ferait coup double. Tout d'abord, il deviendrait le premier club malien à atteindre la phase de poule de la Ligue des champions d'Afrique et de la Coupe CAF. Il se vengerait ainsi de la défaite face aux Guinéens lors du premier tour qualificatif en 2019. Cette fois, les équipes s'affrontent un tour plus haut, aux portes de la compétition reine, pour décrocher l'une des 16 places qualificatives. Ainsi, Indien fait barrage aux équipes maliennes depuis plus de 2 décennies. Depuis la désillusion de 2015, les équipes des 2 clubs ont bien changé. Les effectifs ont évolué. Plusieurs cadres des Blancs de Bamako se sont expatriés, dont le gardien Djigui Diarra ou encore le héros de la dernière finale de la Coupe du Mali, Isiaka Samake, avec son triplé qui a posé ses valises au Oroya AC. Le club de Mamadou Antonio Souare a aussi procédé à une recrue de jouvence. Plusieurs anciens qui formaient l'ossature de l'équipe ont quitté le navire. Outre les changements au sein de l'effectif, le club le plus titré du Mali a remanié son staff technique avec la nomination mi-août du Français Jean-Christophe Gatepec en remplacement du Malien Nouhoum Diané. Le 3 octobre dernier, l'ancien joueur Cheikh Fantamadi Diallo, jusque-là coordinateur du club, a été porté à la présidence du stade malien. Fraîchement désigné, il n'a guère fait mystère de l'objectif du club, une qualification pour la Ligue des champions d'Afrique. Pour cette nouvelle saison, notre premier objectif est d'aller en phase de poule de la Ligue des champions africaine de football. C'est ce qui nous manque. Sinon, au niveau national, nous avons tout eu, dira Cheikh Fantamadi Diallo lors d'un entretien avec le journal local. Pour cela, les Blancs pourront compter sur l'avantage du terrain. Le match aller se jouera à Bamako ce samedi avant une manche retour à Thiès au Sénégal. Cette rencontre a été délocalisée à cause de la situation politique en Guinée. Stade malien, Oroya AC de la Guinée, c'est ce samedi. Bonne chance aux nôtres. Mesdames et messieurs, cette édition s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Joliba TV News. Joliba Evening News.